Salut tout le monde, bienvenue au Ciné-Club de Rico. Si vous êtes un amateur ou une amatrice de cinéma d'horreur, mettez-moi tout de suite un petit pouce d'appréciation et abonnez-vous à la chaîne du Ciné-Club de Rico parce qu'aujourd'hui, on va parler de 5 films complètement cinglés des années 80, des années qui ont été très florissantes pour le cinéma d'épouvante. Et l'émission d'aujourd'hui est là pour en témoigner. Des amateurs d'action qui se retrouvent plongés dans un slasher à la Vendredi 13. Un party d'université qui tourne en bain de sang. Les habitants d'un immeuble qui sont assiégés par une bande de sociopathes homophobes. Un cimetière lugubre avec un passage qui mène tout droit en enfer. Et un film de camp de vacances avec des cheerleaders marqué par la présence de deux des plus belles actrices des années 80. Et j'ai nommé Betsy Russell et Lucinda Dickey. Tout ça dans un petit instant au Ciné-Club de Rico. Ah ben tabarnak! Encore des hosties de zombies! Dans les années 80, il y a deux genres de films qui ont été très populaires. D'abord, le slasher qui a été popularisé avec Halloween, Friday the 13th, The Burning. Il y a eu plein de slashers, Sleepaway Camp. Donc, c'est un genre qui était très populaire auprès des jeunes. Et il y a également le cinéma d'action qui est devenu ultra populaire avec Sylvester Stallone qui est arrivé avec Rambo, qui a littéralement remodelé le héros de cinéma d'action. Maintenant, les héros de films d'action étaient hyper musclés. Ça a monté la barre beaucoup plus haut. Et il y a un réalisateur grec qui s'appelle Nikos Mastorakis qui a fait beaucoup de films d'horreur et également des comédies, des films d'action. Il a décidé de sortir un film qui mélangeait les deux genres, le slasher et le cinéma d'action. Ça a donné The Zero Boys. Les trois garçons qu'on voit sur la pochette, c'est Steve, Larry et Rip, des amateurs de paintball, parce qu'au début du film, ça commence avec une grosse scène d'action. On essaie de nous vendre une fusillade, une grosse séquence d'action, mais en fait, on s'aperçoit que ces trois jeunes hommes-là font partie d'une ligue de paintball et à toutes les fins de semaine, ils se retrouvent avec des amis et ils font des combats. C'est un genre de village western un peu abandonné. Puis là, ils vont s'affronter avec d'autres équipes pour, disons, déterminer c'est qui la meilleure équipe de paintball. Et les Zero Boys, évidemment, arrivent toujours en tête. C'est la meilleure équipe. On apprend un peu, qui utilise des fois des méthodes pas trop... Pas toujours selon les règles pour gagner. Donc, sont tout croche un peu, mais c'est pas grave. C'est les champions. Nos trois amis vont décider de célébrer leur championnat en amenant leur petite copine pique-niquer dans des montagnes. Et malheureusement pour eux, ils vont se retrouver sur un terrain qui appartient à une bande de redneck. Le genre qu'on a vu dans Délivrance ou Southern Comfort de Walter Hill. Des salopards qui n'entendent pas à rire et qui sont des amateurs de chasse. Ils veulent chasser l'être humain. Quand tu arrives dans un coin où tu entends des cris, c'est un premier signe que peut-être que tu devrais t'en aller. What the hell was that? Sounded like a scream. Quand tu découvres des traces de sang un peu partout, ça peut être un autre indice que tu devrais peut-être embarquer dans ton camion puis sacrer ton camp de là. It's blood, isn't it? Au lieu de sacrer le camp de là, finalement, nos amis vont trouver une maison qui est vide avec pas de monde dedans. Un autre indice, hein? Moi, si je trouve une maison puis il n'y a pas de monde dedans puis j'ai trouvé du sang avant puis j'ai entendu des cris,
Ça se peut que je décide de pas rester là durant la nuit. Eux autres, bon, ils ont pas l'air de trop s'en faire. Ils mettent une bûche dans le poêle et ils décident de passer la nuit là. And to the Zero Boys. In all modesty, guys, we are the best. Finalement, ils vont découvrir qu'il y a des choses pas trop catholiques qui ont l'air de se passer dans ce coin-là. Et ils vont décider de sacrer le camp. Et la voiture part pas. Oh là là! Un autre indice que tout va mal aller. Damn it. It should be working. Il retourne dans le chalet, décide d'utiliser le téléphone pour demander de l'aide. Le téléphone ne marche pas. Là, on est pas mal dans la merde. Le film est le fun. Ça met en vedette trois petits héros qui se pensent indestructibles avec leurs guns. Et ils amènent des vrais guns en passant. Ils se pratiquent quand ils vont dans leur fin de semaine. Ils amènent des vrais guns aussi pour se pratiquer. Et là, ils ont des semi-automatiques, des mitraillettes. Donc, ils sont équipés pour faire face à des rednecks diaboliques. Mais malgré tout ça, ils vont en prendre plein leur gueule parce que ces messieurs, les propriétaires du coin, sont pas là pour rigoler. C'est des sadiques avides de chair humaine et ils veulent à tout prix exterminer cette bande de jeunes voyous qui ont envahi leur territoire. On a droit à tous les clichés dans Zero Boys. D'abord, les faux jumpscares. Les vrais jumpscares. Les Zero Boys, c'est pas vos protagonistes habituels de cinéma d'horreur. Hein? C'est trois jeunes hommes qui sont prêts à faire face à l'action, qui sont bien armés. Évidemment, il y a leurs petites copines qui ont peur, qui sont là pour crier puis pour se faire sauver à quelque part. C'est le bon vieux cliché des films d'action des années 80. Évidemment, il va y avoir une final girl à la fin du film. On respecte quand même tous les clichés du cinéma d'horreur. The Zero Boys, c'est quand même un film des années 80. Hein. Il y a des clichés en masse. Mais le film est quand même rafraîchissant et le fun parce que justement, on n'a pas seulement un film d'horreur. On a un film qui a la vibe d'un film d'action des années 80 aussi. Donc, un savant mélange de ces deux choses-là. Évidemment que dans la dernière partie, ils vont essayer de se sauver. Bon, il y a des filles qui vont disparaître. Ils vont trouver une grange avec un dispositif de caméra. On a l'air de tourner des films un peu snuff movie dans cette grange-là pour ajouter un peu au climat glauque du film. La finale, ils vont essayer de se sauver, ils vont voler une camionnette aux méchants, ils vont essayer de prendre la poudre d'escampette. Évidemment qu'ils s'en sortiront pas tous. Les méchants, c'est des rednecks. Parmi ceux-là, il y a un acteur qui s'appelle Joe Estevez et vous allez trouver tout de suite qu'il ressemble un peu à certains acteurs que vous avez connus, dont Martin Sheen ou encore Emilio Estevez. C'est parce que c'est Joe Estevez, c'est l'oncle de Emilio Estevez et le jeune frère de Martin Sheen qui joue un des rednecks dans le film. Donc, c'est un défaut un peu en même temps du film de nous montrer des fois un petit peu trop les méchants. Ça enlève un petit peu de mystique. On voit que c'est des gars dérangés, mais des fois, ça aurait peut-être été le fun qu'on les laisse un peu dans l'ombre, qu'on les voit pas trop. On est habitué aussi de voir un peu des personnages un peu défigurés dans les films d'horreur des années 80, alors que là, c'est plus des êtres humains, mais dérangés. Le film est le fun. Il y a de l'action, il y a de l'horreur. À la fin, ils doivent éviter des pièges un peu qui ont été placés un peu partout sur la propriété. C'est intéressant, c'est bien réalisé. Nico Mastorakis travaillait avec des petits budgets, mais il savait rentabiliser ça au maximum. Tout allait à l'écran et c'est un bon technicien. Hein? C'est important pour lui d'avoir une belle image à l'écran, des belles prises de vue. Et encore une fois, c'est le cas avec The Zero Boys. Et moi, je suis un fan de Mastorakis. Je trouve que, justement, il a navigué dans toutes sortes de genres différents. Et The Zero Boys, ça a la vibe des slashers des années 80, mais avec une petite dose de film d'action. Donc, c'est un film à redécouvrir. Ça a été très populaire en VHS et ça, c'est une édition qui est sortie chez Arrow Video. Je sais qu'il y en a encore au Québec qui s'arrachent la VHS en version française, mais c'est un film qui est
super facile à comprendre. Si vous n'êtes pas bon en anglais, là, vous allez le comprendre quand même. Le Blu-ray de Arrow Video vaut la peine. Le film a été entièrement restauré. C'est super beau l'image. Et vous avez l'autre visuel ici, un autre visuel alternatif. Donc, c'est le fun sur les éditions Arrow Video. Vous avez le Blu-ray et le DVD. Donc, je le recommande. The Zero Boys, c'est un film à redécouvrir. Un fait important à mentionner à propos de The Zero Boys, le compositeur du film, qui était un bon ami de Nico Mastorakis, en était à ses débuts quand il a fait ses collaborations avec Nico Mastorakis. C'était Hans Zimmer qui va devenir un des plus grands compositeurs à Hollywood et c'est lui qui assure la trame sonore de The Zero Boys. Donc, portez attention si vous écoutez le film, portez attention à la trame sonore. Vous allez reconnaître un peu la patte de Hans Zimmer qui en était à ses débuts. Donc, c'est intéressant. Vous allez voir, vous allez comprendre que c'est un talent brut. Hein, c'est pas surprenant qu'il soit devenu un des compositeurs les plus en demande à Hollywood. Don't move! Please! He's got me all rigged up! Did I scare anybody? Un autre petit film d'horreur méconnu, c'est le film Killer Party, qui est l'œuvre d'un réalisateur canadien qui s'appelle William Fruet. C'est un réalisateur qui a fait beaucoup de télévision. Il a fait quelques films d'horreur aussi au cinéma. Et Killer Party, c'est un film qui est intéressant parce que, encore une fois, c'est un film qui réunit plein d'éléments qu'on a vus dans différents films d'horreur. On a pris un petit peu de films de slasher à la Friday the 13th, un peu de l'Exorciste, un peu de Evil Dead, un film de maison hantée, un peu. Donc, on a mélangé un peu tout ça et ça a donné un film assez délirant. Le film commence avec le film dans le film dans le film. Le film commence avec une séquence d'un film d'horreur. On pense qu'on est en train de regarder le début du film, mais non, c'est pas le vrai film. C'est un film dans le film. Donc, on se rend compte que c'est des gens qui sont dans un cinéparc qui regardent ce film-là. Mais on n'est pas encore dans le vrai film parce qu'on va se rendre compte que ce qu'on est en train de voir dans le cinéparc, c'est un vidéoclip qu'un groupe est en train de tourner avec une saveur un peu de film d'horreur. Et là, on va voir un des personnages principaux en train d'écouter le clip à la télé et là, on est dans le vrai film enfin. Hein? Le film, dans le film, dans le film. Drette en partant. Et il y a un beau petit numéro musical au début, un petit band de Los Angeles que je connais pas beaucoup, mais ils font une petite tonne, ça fait vraiment années 80, rock, un petit peu glam rock des années 80. On va quelques instants plus tard faire connaissance avec les trois personnages principaux du film. En fait, les trois héroïnes du film, Vivia, Jennifer et Phoebe, trois amies qui vont à l'université et ils sont dans une sororité. Ils vont devoir passer par un rite d'initiation pour vraiment faire partie de la sororité. Et il y a également une fraternité qui est à côté des jeunes hommes, hein, des jeunes hommes, des jeunes filles. C'est un film d'horreur, ça prend du potentiel de gibier de potence. Donc, on met en masse de protagonistes, des jeunes hommes, des jeunes filles. Et on apprend finalement que ils vont organiser un party avec tout le monde pour célébrer les fêtes ce qu'on appelle aux États-Unis le April Fool's Day. Nous autres, on appelle ça le poisson d'avril au Québec. Donc, ils organisent un gros party dans une vieille fraternité qui a été le site d'une tragédie 22 ans plus tôt. Il y a un étudiant qui est mort parce qu'il y avait comme une guillotine dans le sous-sol, une genre de vieille guillotine qu'on a entreposée là et à cause d'un prank, il s'est fait décapiter, le pauvre jeune homme, et il est mort et on prétend que cette fraternité est encore hantée par l'esprit de ce jeune homme-là et qui veut se venger. Donc, malgré tout ça, les jeunes vont aller fêter là et vous comprenez bien que tout s'installe pour un vrai film d'horreur. Mais en même temps,
il y a un petit ton comédie, hein? Parce que le film commence, on est quasiment dans du Porky's. On a les jeunes filles qui prennent un bain tourbillon et les jeunes hommes, qu'est-ce qu'ils pensent faire? C'est toujours à faire des pranks pour essayer de filmer les filles tout nues. Hein? Ils vont amener un bocal avec des abeilles pour les faire fuir du bain tourbillon et ils vont les filmer, évidemment. Genre de choses qu'on verrait plus aujourd'hui dans le cinéma d'aujourd'hui. On est rendu pas mal plus puritain que ça aujourd'hui. Hein? Faut plus voir trop de nudité. Mais dans les années 80, il n'y avait pas de problème. On avait le droit d'en montrer, puis c'était bien correct. Donc, Killer Party, c'est le fun. Là, ils vont arriver au party, évidemment. Il va se passer des meurtres. La plupart des meurtres vont arriver à peu près dans la dernière demi-heure du film. Parce qu'au début, on prend le temps, les personnages sont quand même le fun. Les trois filles c'est des bons personnages. On est vraiment dans un film d'ado. Mais tranquillement, pas vite, on va plonger dans l'horreur. Dans la dernière demi-heure du film, là, c'est non-stop. Il y a quelqu'un qui meurt à peu près à toutes les minutes. Tout le monde va mourir, sauf, je dirais pas qui. Mais il y a un personnage qui va se retrouver possédé. À la fin, on se retrouve un peu dans une ambiance qui mélange un peu le film de maison hantée. Des fois, ça fait un petit peu Evil Dead parce qu'il y a une des filles qui est possédée par l'esprit du jeune homme qui était mort à l'époque, puis ça a l'air d'un sacré démon parce que elle est vraiment possédée un petit peu comme dans Evil Dead. Ça fait penser à ça, elle marche sur les murs, capable de faire toutes sortes d'affaires, la fille. Ça va finir dans une espèce de confrontation, dans un bain de sang, évidemment. Donc, Killer Party, un bon petit film, le fun. C'est pas trop gore. Imaginez-vous pas que vous allez voir du sang à profusion. C'est quand même assez... il y en a pas tant que ça. Mais le film est le fun pareil. T'sais, même s'il n'y a pas trop de gore, c'est quand même intéressant. C'est bien filmé, c'est bien fait par le réalisateur qui était principalement connu pour ce film-là. Et fait à mentionner, ça a été scénarisé par Bruce Cohen, qui a été le scénariste de Friday the 13th Part 4, que plusieurs considèrent comme étant le meilleur épisode de la série Friday the 13th. Donc, c'est quand même un fait d'armes intéressant à mentionner. Killer Party, un très bon petit film d'horreur. Vous voyez ici l'édition Scream Factory qui est sortie il y a quelques années. C'est un film qui vaut la peine d'être vu. Si vous aimez votre horreur des années 80 avec un beau mélange de styles, plein de styles de films d'horreur dans un même film, eh bien Killer Party, ça va vous faire passer une sacrée bonne heure et demie. Très, très bien fait. Holy shit. Je vous parle maintenant d'un film canadien, encore un film canadien, le film Siège, réalisé en 1983 par Paul Donovan. Il y en a peut-être qui vont m'ostiner, qui vont me dire c'est pas un film d'horreur parce que on voit pas comme tel des slashers avec des tueurs avec des couteaux. C'est pas un film de possession, c'est pas un film de maison hantée, mais c'est de l'horreur urbain, hein? Une histoire d'horreur qu'on pourrait vivre, qui est quand même assez réaliste dans le film. Ça se passe en Nouvelle-Écosse, à Halifax. On apprend au début du film qu'il y a une grève de la police, donc il y a beaucoup moins de présence policière dans la ville. Et il y a un bar gay de la ville qui va être frappé par un groupe de sociopathes. Puis tous les clients vont être exécutés, à l'exception d'un homme qui va réussir à s'échapper et qui va se réfugier dans un appartement qui est occupé par un groupe d'amis. Et ils vont tout faire pour essayer de le protéger.
et de survivre au siège parce que les tueurs ils savent que c'est le seul témoin et ils veulent l'éliminer et par conséquent, ils vont vouloir éliminer aussi les gens qui l'ont protégé parce qu'ils savent qu'il a raconté son histoire. Donc, ça devient vraiment une histoire de survie pour ces jeunes-là qui sont enfermés dans un appartement au beau milieu de la ville, mais une ville qui a l'air désertique. Hein. Les gens sont enfermés parce que les gens ont peur, étant donné qu'il n'y a pas de présence policière et ils savent qu'il y a des gens dangereux dans la ville. Donc, le chef, le chef des tueurs, il glace le sang. C'est vraiment un personnage qui est inquiétant. Moi, je le considère vraiment à l'équivalent d'un tueur de gros films d'horreur. Il est très imposant et il est très froid dans sa méthode. On sent vraiment que c'est un vrai de vrai tueur. Et les hommes qui sont à sa solde aussi, hein, c'est des psychopathes, des sociopathes. Donc, c'est un film qui est super palpitant, c'est bon. C'est un vrai scénario d'horreur. L'ambiance, on est dans du cinéma d'horreur, parfois un peu dans du western parce que on voit un peu la manière dont le setup est fait aussi. On pourrait dire que c'est un genre de western d'horreur. C'est intéressant, ça se passe à Halifax. On n'est pas habitué de voir des films tournés dans ce coin-là. Et il y a une ambiance qui a réussi à créer le réalisateur du film. Et moi, je trouve que ça fonctionne super bien. Il y a un climat de tension qui est en crescendo du début à la fin du film. Évidemment, les jeunes vont devoir essayer de tendre des pièges. Ils vont se servir un peu de leur environnement pour créer des pièges pour réussir à s'en sortir, à venir à bout des méchants qui veulent assiéger la place. Donc, un film très bien fait, très bien réalisé, une belle découverte pour ma part. Je dis une découverte, mais ça fait plusieurs années que je connais le film. Je l'avais découvert avec l'édition Severin et je suis vraiment fier. Hein, un très bon film canadien. Et vous pouvez également vous le procurer en France. Il y a une édition qui est sortie en France avec la version française. Le film est également connu sous le titre de Self-Defense. Donc, vous voyez, ça c'est l'édition Severin. Vous voyez l'autre visuel ici. Donc, si vous le connaissez pas et que vous aimez votre cinéma d'horreur assez bien relevé avec un petit mélange, un petit côté western, ça peut être intéressant pour vous, le film Siège de Paul Donovan. Un des sous-genres du cinéma d'horreur qui a été ultra populaire dans les années 80, c'est évidemment le slasher. J'en ai parlé un petit peu tantôt. Des films comme Friday the 13th, The Burning, Sleepaway Camp. Évidemment, le point commun de tous ces films-là, ça se passe dans un camp d'été. Hein? Friday the 13th, c'est toujours un camp de vacances. Et la raison de ça, c'est que c'est plein de jeunes filles et de jeunes hommes qui ont les hormones dans le plafond et qui font plein de choses à ne pas faire dans un film d'horreur, comme baiser, sortir tout seul tard le soir dans la nuit. Bref, ils vont faire l'ABC de ce qu'il ne faut pas faire dans un film d'horreur et ça donne l'occasion à un tueur psychopathe de faire des victimes à la tonne. Et vous connaissez peut-être Friday the 13th, mais certainement que vous ne connaissez pas Cheerleader Camp, un film qui est sorti en 1988, qui met en vedette quand même Betsy Russell, qui était une vedette dans les années 80, qui était très populaire. Elle a joué notamment dans Private School avec Phoebe Cates. C'est un petit film d'adolescent qui était super le fun. Moi, j'adore ce film-là qui était sorti en 1983. Elle a joué également dans Tomboy, un autre bon petit film avec Betsy Russell. Elle a joué dans la série Angel, parce que dans toutes les Angels, c'était une actrice différente qui jouait d'un film à l'autre. Elle a joué, elle, dans Avenging Angel, et elle a joué évidemment dans la série Saw de 2006 à 2010. Elle a fait plusieurs épisodes de cette série-là. Et évidemment, Lucinda Dickey, qui n'a pas eu une carrière aussi florissante, parce que Betsy Russell, au cours de sa carrière, va tourner à peu près 25-26 films. On sait que pour une carrière d'actrice, c'est pas énorme, mais quand même, elle a eu quelques petits succès, dont la série Saw.
Lucinda Dickey, sa carrière va être beaucoup plus courte. C'est une fille qui a étudié en danse. Elle a vu son premier rôle à l'écran avec Grease 2. C'est devenu une des danseuses principales de la suite de Grease. Elle va jouer ensuite dans la série Breakin', les premiers films de breakdancing qui sont sortis au cinéma. Breakin' 1 et Breakin' 2, Electric Boogaloo, produit par la Cannon Group. Et la Cannon avait signé Lucinda Dickey pour 5 films. Finalement, elle va en faire que 3, dont Ninja 3, La Domination, dont j'ai déjà parlé au Ciné-Club de Rico, et ce petit slasher qui va sortir quelques années plus tard, en 1988. On reprend un peu l'intrigue qu'on voit dans tous les slashers, mais ça commence un peu le film comme une comédie d'adolescents. Hein? C'est des jeunes filles et des jeunes hommes qui s'en vont dans un camp de vacances et qui est consacré au cheerleading. Il va y avoir des compétitions de cheerleading et là, tout de suite au début, on voit un peu qu'il y a des rivalités entre les différents camps. Il y a une compétition, évidemment, pour savoir c'est qui la meilleure équipe de cheerleader. On va suivre, entre autres, Allison, qui est jouée par Betty Russell. On comprend dès le début du film qu'elle a des problèmes psychologiques. Hein? Elle fait des cauchemars, elle s'imagine des affaires, elle voit des choses, des fois un peu macabres dans ses rêves. J'imagine qu'on veut établir tout de suite au début du film que c'est peut-être elle, dans le film, qui va commettre des meurtres. Évidemment que les amateurs de films d'horreur vont comprendre rapidement que c'est une fausse piste. Hein? On vous donnerait pas ça tout cuit dans le bec au début du film. Donc, on va apprendre à connaître aussi ses différentes amies, dont Corey, qui est comme la mascotte du groupe, qui est jouée par Lucinda Dickey, que moi je trouve absolument formidable. Et l'avantage, c'est un film de camp d'été. On les voit tous en maillot de bain dans ce film-là. Hein? C'est formidable. Donc, ça commence, le rythme du film commence vraiment dans la première heure en nous offrant une comédie adolescente typique qu'on voyait dans les années 80, c'est-à-dire des jokes un peu sexuels. On voit un petit peu le rapport de séduction entre les gars puis les filles. Your eyes, they told me to come over here. Well, my lips tell you to go. L'humour un peu salace. Donc, on voit ça. Et tranquillement, pas vite, on établit un peu le climat d'horreur parce que il va y avoir tranquillement des morts. On trouve une fille qui s'est supposément suicidée. Et on commence à comprendre que sur le camp de vacances, il y a un tueur ou une tueuse qui s'en prend aux différentes personnes qui sont là. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont mourir, surtout dans la dernière demi-heure du film, là. Mais c'est un film qui est le fun, c'est un film qui est assez rare. Voyez-vous, le DVD que je tiens entre les mains, c'était sorti chez Anchor Bay et il est discontinué depuis très longtemps et je suis pas certain qu'il est prêt de ressortir parce qu'apparemment que le film est coincé avec des histoires de droits d'auteur. Donc, quasiment les seules versions qui existent de ce film-là, c'est des versions VHS et ce DVD qui vaut maintenant une fortune. Si vous le cherchez en ligne, préparez-vous à dépiler de l'argent parce que il coûte assez cher. Ça fait partie un petit peu des petits films d'horreur un peu méconnus, pourtant avec des vedettes de premier plan hein, qui ont participé à plusieurs films d'horreur importants dans les années 80. Et dans le cas de Lucinda Dickey, c'était pas des films d'horreur, mais c'était des films de genre quand même. Et ça a été, disons, un petit succès en vidéocassette, ce film-là. Et malheureusement, il est perdu un peu. Le temps a fait qu'on l'a un peu oublié. Mais Cheerleader Camp existe réellement dans cette édition Anchor Bay. Je vous montre aussi l'intérieur. On voit la belle Betty Russell. Donc, j'avais envie de vous en parler aujourd'hui et c'est le fun parce que c'est une bonne balance en même temps entre l'humour parce que, comme je vous dis, la première partie du film, c'est quand même assez léger. Il y a un peu d'humour et dans la deuxième partie du film, là, on s'éclate avec l'horreur. Il y a du gore, évidemment. Donc, ça devient un slasher un peu conventionnel, mais c'est le fun de l'évoquer parce que ça fait partie vraiment des petits gems un peu méconnus des années 80. Ça fait pas partie nécessairement des meilleurs slashers, mais quand même, le film a des points très positifs, notamment le fait de voir en très petite tenue Lucinda Dickey et Betty Russell, hein, pour les messieurs comme nous, c'est intéressant. Moi, l'adolescent que j'étais dans les années 80, avait beaucoup apprécié.
Et encore aujourd'hui, j'arrive à me replonger dans mon adolescence quand je vois les images de ce film-là. Un film de Pom-Pom Girl. C'est devenu quasiment un sous-genre du cinéma d'exploitation, le film de Pom-Pom Girl. Il y en a eu plusieurs et celui-là, on peut dire que ça en fait partie. Et évidemment, on a l'aspect film d'horreur au travers de tout ça. Donc, Cheerleader Camp, je vous le recommande. Évidemment, si vous réussissez à le trouver, je pense qu'il y a peut-être des versions sur YouTube. Vous pouvez aller voir, c'est pas nécessairement de la meilleure qualité, mais ça va vous permettre quand même de voir le film. Et si vous avez ça dans votre collection, là, gardez-le très précieusement parce que ça vaut une fortune. Et il n'y a pas aucunement, pour l'instant, de date d'indiquer pour une sortie future en Blu-ray ou en 4K. Comme je vous disais tout à l'heure, je crois que le film est pris dans un problème de... je pense que les ayants droit veulent pas, en tout cas, le sortir en Blu-ray ou en 4K. Je ne sais pas trop ce qui arrive avec ce film-là, mais pour l'instant, la meilleure façon de visionner Cheerleader Camp, c'est dans ce beau DVD de Anchor Bay. Il faut absolument sortir d'ici. Attendez, je crois que j'ai une idée. L'un d'entre vous a une croix. Moi, je suis végétarien. Et nous, on est juifs. Ah, je suis catholique, mais je pratique pas. Ouais, je me demande qui est lui. Oh, et dire que j'ai mis la mienne au clou. Je vous parle maintenant de l'auberge du cimetière. Vous voyez la belle VHS que j'ai entre les mains, qui est sortie au Québec dans les années 80. C'est un film qui date de 1987, plus précisément un téléfilm. Parce que c'est réalisé par Lamberto Bava, c'est celui qui nous avait donné, entre autres, Démon 1 et 2. Moi, j'étais un gros fan du premier Démon, c'était extraordinaire. C'est un film qui se passait dans un cinéma avec des jeunes qui regardaient un film avec des démons. Et ce qui se passait à l'écran avait des répercussions dans la réalité. Et alors, les jeunes dans le film se transformaient en démons et se mettaient à attaquer les spectateurs dans la salle. Ça devenait un gros film d'horreur. Et il y a eu une suite aussi qui se passait dans un bloc appartement. Et là, c'était ce qui se passait dans la télévision qui impactait ce qui arrivait dans la réalité. Ça a été deux films qui ont super bien marché et ça a donné l'idée à des producteurs de confier à Lamberto Bava, qui en passant est le fils de Mario Bava. Donc, on lui a confié 5 téléfilms avec une thématique autour de l'horreur. Et ça a été des téléfilms qui ont eu, disons, des succès un peu mitigés. Il y en a qui ont mieux marché que d'autres. L'auberge du cimetière, c'est un film qui a déçu un peu les fans de Lamberto Bava quand c'est sorti parce que les gens s'attendaient de voir un peu la même chose qu'on a vu dans Démon. Alors que c'est pas un film qui est particulièrement violent. Ça ferait quasiment davantage penser à Scooby-Doo. Au fait, qui est-ce qui a la lampe? Je croyais que c'était toi qui l'avais. Où est-ce qu'elle est passée? Mais j'en sais rien, moi. J'ai des allumettes, si vous voulez. Tu pouvais pas le dire plus tôt. Tu parles qu'on les veut. Le film commence avec une bande de jeunes qui sont en train de dévaliser littéralement un dépanneur. Ils font du vol à l'étalage. Et ils vont se sauver dans une camionnette. La police va les prendre en chasse. Ils vont réussir à semer la police et ils vont tomber sur un petit chemin de campagne un peu isolé. Ils vont se perdre et leur camionnette va tomber en panne parce qu'ils vont essayer de traverser un cours d'eau et la camionnette va rester prise. Donc, ils doivent sortir, aller chercher de l'aide et ils vont marcher et ils vont traverser un cimetière. Et là, comme c'est la nuit, ils voient une espèce de bâtisse un peu étrange à l'autre bout avec de la lumière qui a l'air de sortir de la porte. Ils vont aller explorer ça. Hein? Nous autres, on aurait probablement sacré notre camp de là. Mais eux autres, dans les films d'horreur, faut pas trop comprendre. Hein? Les jeunes font toujours des choses un peu stupides. Donc, décider d'aller coucher dans une crypte, dans un cimetière abandonné, me semble que ça regarde mal. Hein? Il me semble que ça va mal virer, que c'est écrit dans le ciel que ça va mal tourner. Donc, il décide d'aller passer la nuit là, et pendant qu'il dorment, il y a un sinistre personnage avec un chapeau et des yeux lumineux qui débarque dans le cimetière. Et là, eux autres, ils vont se réveiller. Hein? Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Bon,
ils se rendent compte qu'il y a du bruit à côté. Ils vont réaliser que dans le cimetière, il y a comme une genre de petite auberge, un genre de pub. T'es pas. Ouais, remarque, c'est possible. Et peut-être que c'est un mirage. Ah, t'as peut-être raison. Raison pourquoi? Ah non, mais qu'il n'existe pas. Ah, peut-être qu'il est maudit. Et qu'il n'apparaît que la nuit. Non, mais souvenez-vous de cette inscription en latin. Eh, tu l'avais traduite. Qu'est-ce qu'elle disait déjà? Maudit soit l'homme qui... Oh, oublie tout ça. J'entends les craquements d'un pot feu. Et je suis sûr qu'à la vue de la bouffe, t'oublieras tous tes préjugés. Ils vont rentrer à l'intérieur, les clients ont l'air un peu bizarres. Un peu bizarres, même beaucoup bizarres. Ils ont l'air étranges. Moi, j'aurais pas mis les pieds là, je serais parti, mais là, je vous rappelle qu'on est dans un film d'horreur. Donc, les comportements inadéquats sont tout à fait normaux. Donc, ils décident d'aller là, de prendre un souper, de commander de la bière. Et l'autre qui est là, qui les reçoit, on devine rapidement que c'est le personnage étrange qu'on a vu avec le gros chapeau. Une récompense? C'est une récompense? Pourquoi? Elle sera attribuée à n'importe quelle personne qui aura réussi à passer une nuit. Mon vieux, juste une une petite nuit, mais attention, une nuit entière jusqu'au lever du soleil, dans un lieu autrefois consacré. Un lieu autrefois consacré? Qu'est-ce que ça signifie? Dans le cas présent, il s'agit d'une crypte qui a été maudite. Il va leur proposer un défi. Il leur raconte qu'il y a des cryptes en dessous de la bâtisse et que s'ils veulent, ils peuvent aller les explorer et s'ils passent une nuit complète dans les cryptes, ils vont gagner un trésor parce qu'il n'y a personne qui est jamais ressorti vivant de là. Alors, c'est très tentant comme défi, hein? Mais les jeunes, un peu sur l'effet de la boisson, vont décider de « Oui, on tente le défi, on va aller explorer la crypte qui, supposément, est un chemin qui mène droit vers l'enfer. » Donc, ils vont passer la nuit là. Ils ont l'espoir de devenir riches en passant une nuit là-bas. Ils pensent pas vraiment au danger. Et finalement, ils vont se rendre compte que c'est réellement un lieu qui est hanté par notamment des fantômes, des zombies. Hein. Ils vont rencontrer des zombies là-dedans. On va explorer un peu ces lieux souterrains avec eux. On se promène. Hein. C'est le fun quand même. Les décors sont bien faits. L'atmosphère est le fun. Mais c'est pas très violent comme film en bout de ligne. Il y a personne qui meurt vraiment là-dedans. En tout cas, les personnages principaux ne meurent pas. Ils ont des bonnes frousses ici et là dans le film, mais c'est un téléfilm, hein, c'est un film qui a été fait pour la télé, donc c'est un peu plus soft, c'est davantage tourné vers l'humour, un film d'horreur avec une dose d'humour, et tout le long du film, ils doivent retrouver leur chemin parce qu'ils vont se perdre dans les méandres de ce labyrinthe souterrain, ils vont tomber sur toutes sortes d'antichambres de l'enfer, et ils vont essayer de trouver leur chemin vers la surface. Donc, c'est un peu un gros labyrinthe d'horreur, ce film-là, avec une touche de comédie. Donc, l'auberge du cimetière, j'ai trouvé ça quand même amusant. C'est pas du grand cinéma d'horreur, là. Je dirais plutôt que c'est une genre de curiosité. Ceux qui ont aimé les films d'horreur de Lamberto Bava vont y trouver leur compte, vont trouver quand même des choses le fun là-dedans, notamment les maquillages qui sont assez réussis par moments, d'autres un peu moins, donc mais c'est le fun, un peu l'aspect, des fois un peu boboche de tout ça. Les décors sont agréables, sont le fun, on a l'impression un peu d'être avec ces jeunes-là puis d'explorer ces cryptes souterraines. C'est très série B, hein? Faut s'attendre à ça quand on regarde le film. Et les personnages sont pas plus développés qu'il faut, c'est des teenagers qu'on a vu dans plein de films d'horreur des années 80. Donc, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu, hein, des clichés qu'on a vus dans ces films-là. Attendez-vous pas de voir énormément de gore. Il n'y en a pas tant que ça, mais des effets horrifiques, il y en a un peu. Il y a des zombies, il y a un peu toutes sortes de trucs. Une atmosphère quand même qui est là. Donc, l'auberge du cimetière, si vous êtes un fan de Lamberto Bava, que vous ne l'avez pas vu, ça faisait partie d'une série de 5 téléfilms que Lamberto Bava a fait et qu'on lui a commandé à cause du succès de Démon. Et on peut comprendre peut-être avec l'absence de gore dans le film qu'il y a eu une petite déception de la part de son public. Mais c'est quand même un film aujourd'hui qui est agréable de revoir, d'y donner une deuxième chance. Un genre d'épisode de Scooby-Doo
avec des vrais acteurs, avec des vrais décors. Donc, l'auberge du cimetière de Lamberto Bava, ça fait partie des petites pépites oubliées des années 80 que je vous invite à redécouvrir. Alors, c'est tout pour la chronique aujourd'hui. On a exploré 5 films d'horreur un peu méconnus. Peut-être que vous les avez déjà vus, donc vous saurez me le dire dans les commentaires. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à aller jeter un œil à ces films-là. C'est pas tous des grands chefs-d'œuvre. C'est pas tous des grands films. Les meilleurs films d'horreur, on les a tous vus. Hein? On a vu les Friday the 13th, Nightmare on Elm Street. Les grosses séries, on les connaît. Mais j'essaie d'explorer des films qui sont un peu moins connus. Qui, à mon avis, méritent une deuxième chance. C'est pas tous des grands films, mais ils ont des qualités ici et là qu'on peut trouver quand on est un amateur de films d'horreur. Et j'ai essayé de vous offrir aujourd'hui une variété des films un peu différents, certains avec de l'humour, de l'horreur un peu urbain avec Siège. Donc, si vous ne l'avez pas vu, ça vaut la peine vraiment d'être vu. Vous acheterez la belle édition française qui est sortie en Europe. Donc, merci d'avoir été à l'écoute du Ciné-Club de Rico. Je vous reviens dans quelques jours avec de nouvelles chroniques. Et en attendant, moi, je vais continuer d'aller combattre des zombies. Et je vous dis, bon cinéma, mes chers amis. Oh, oh.